Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les actualités du jour. C'est un soulagement et un plaisir d'accueillir de nouveau nos visiteurs après l'annulation de 2020 qui a été liée aux conditions sanitaires. Pour nous, c'est la manifestation phare du site autour de la reconstitution historique, donc on est vraiment très heureux de pouvoir l'organiser cette année. Quelles sont les conditions au niveau du public pour pouvoir assister à Vita Romana ? Alors depuis le 21 juillet, l'accès au parc archéologique de Bliesbruck est soumis à la présentation du pass sanitaire pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Ok. Et je crois qu'il est fortement conseillé de réserver en ligne sa place ? Tout à fait, c'est la première année que nous avons mis en place une billetterie en ligne pour éviter notamment des files d'attente à la caisse et aussi parce que la jauge est limitée. Donc nous vous conseillons fortement de prendre vos billets sur notre site internet du parc ou sur le site internet du département de la Moselle. On a parlé des conditions, maintenant on va parler du programme, un peu de réjouissance. Qu'est-ce qui attend le public ce week-end à Bliesbruck ? Alors le programme c'est toujours autour de la reconstitution historique avec des troupes de reconstituteurs. Cette année nous avons choisi le thème des Jeux Olympiques pour faire écho aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Donc vous aurez des démonstrations en fait et vous serez initié aux Jeux Olympiques antiques par exemple avec du saut en longueur avec haltères, avec de la course en armes, avec du lancer de disque, avec du lancer de javelot. ACTA présentera également un spectacle autour de la mythologie Jason et la toison d'or. Un des moments phares de ce programme, c'est également les courses de chars avec les attelages en pays d'Arles qui présenteront des courses avec 2 attelages. Une première cette année, ce sera aussi des contes et récits autour de la mythologie antique qui s'appelle Aqua et Terra, l'eau et la terre. Vous aurez bien sûr, comme chaque année, la présence de troupes de légionnaires, Ave Bagakum et la Legio 14 Gemina, 2 troupes de légionnaires, l'une française, l'autre allemande, qui feront des démonstrations de manœuvres, qui vous permettront également de découvrir leur campement et de discuter sur les conditions de vie des légionnaires dans l'Antiquité. Et nous aurons également les infondus, qui sont des souffleurs de verre, qui vous montreront comment on faisait du verre dans l'Antiquité. Donc c'est un programme qui est identique sur les 2 journées ou il y a des différences ? C'est le même programme sur les 2 journées, donc les spectacles alternent au fur et à mesure de la journée. On peut rajouter aussi derrière moi, dans l'auditorium des Thermes, vous pourrez voir un film qui a été fait en réalité augmentée et qui présente ce que devait être Bliesbruck au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est une idée de Laurette Crémer et de l'équipe des écuries des Laurentides. Proposer à des propriétaires de chevaux qui partent en vacances de garder leur équidé. Ils sont installés ici dans l'un des 2 paddocks qui leur sont réservés. On a des paddocks disponibles, donc nos chevaux qui sont en pension sortent au paddock, mais il en reste encore où il y a de l'herbe, donc autant en faire profiter des personnes qui n'ont peut-être pas de paddock chez eux ou des moyens de garde pendant leurs vacances. Et parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont le droit à des vacances, ici les chevaux sont bien accueillis. Appoint en foin quotidien, surveillance tout au long de la journée, réalisation de soins spécifiques si besoin, brossage et curage des pieds, Laurette est aux petits soins pour eux. Dans leur paddock, ils ont également accès à une cabane en bois pour se protéger en cas d'intempéries. Et chaque jour, Laurette prend des photos et des vidéos pour donner des nouvelles à leurs propriétaires. Tous les chevaux peuvent venir en vacances, ils doivent juste respecter les clôtures. Donc bien sûr c'est une clôture électrique, après on accueille des poulains d'1 an comme des chevaux plus âgés. Donc il n'y a pas de limite d'âge ou de taille, tout le monde est la bienvenue. Des créneaux sont encore disponibles pour accueillir les chevaux pour un séjour au Pays de Bitche. Pour réserver, vous pouvez contacter Laurette Crémer ou vous adresser aux écuries des Laurentides.
Le soleil se fait encore timide et le temps reste maussade, mais ça n'a pas découragé les enfants pour venir s'amuser à l'aire de jeu de Großblittersdorf. Pour la plupart, partir en vacances n'est pas au programme. La zone de loisirs reste un bon moyen pour les enfants de s'amuser avec leurs amis pendant l'été. Et il y a de quoi faire. Faire de la balançoire, jouer au foot, faire le skatepark. Parce que je peux m'amuser et je peux m'amuser avec des gens. Jouer avec des copines, et faire la balançoire, plein de choses. Et faire du toboggan. Et pour certains, l'été est synonyme d'apprentissage et d'exercice. C'est le cas de Magali, venue s'entraîner au skateboard. C'est l'occasion de peaufiner ses figures au sol comme en l'air dans l'espace dédié à ce sport. J'aime bien toutes ces infrastructures, notamment le skatepark, parce que c'est varié. On a beaucoup d'activités, donc beaucoup de gens qui viennent, qui s'amusent en famille. Proche de la frontière, les familles allemandes viennent également profiter des infrastructures. Parents et grands-parents sont ravis d'avoir cet espace de jeu pour emmener jouer leurs enfants et petits-enfants. Le parc, il est super beau. Super. Là, on viendra encore plus souvent. Parce que malheureusement, à Eutin, on n'a pas beaucoup d'aires de jeu. On n'en a qu'une et elle est très petite. Trop petite. 2, 3. L'après-midi, l'aire de jeu est assez fréquentée par les familles. C'est le moment de s'essayer à plusieurs sports. Volley, roller, basket, golf, vélo-cross ou encore le foot. L'aire de jeu est ouverte tout l'été, de quoi en profiter pleinement jusqu'à la rentrée. À première vue, nous assistons à un tournoi de ping-pong. Mais si l'on regarde de plus près, on voit que les pongistes jouent sur 4 tables de ping-pong. Il s'agit en fait d'un tournoi d'Ultimate Ping, organisé ce week-end au centre Eric Tabarly par le club de tennis de table de Morsbach. Explication de René Niederlander, président du club. Que ça se situe, si vous voulez, en quelque sorte entre le tennis et le tennis de table. Donc ça, vous le voyez bien en fonction donc, du gabarit des tables. Donc les joueurs devront s'adapter à ces grandes tables, puisqu'ils ont en principe plus l'habitude de jouer sur des petites tables normales que l'équivalent de 4 tables de ping. Un gabarit de table qui offre de nouvelles possibilités aux pongistes, avec plus de déplacements assurés, des coups plus forts, des frappes plus longues et des règles adaptées entre tennis et tennis de table. C'est une alternative. Les repères sont complètement différents. Comme dit, on joue sur 4 tables, donc les déplacements sont beaucoup plus longs. Il y a beaucoup plus d'efforts, mais il faut avoir une petite base de ping-pong. Les coups restent grosso modo les mêmes, mais on peut vraiment bien allonger ses coups, frapper beaucoup plus fort, plus rapidement. Et c'est justement cela qui fait le plaisir et le fun de ce sport-là. Un sport qui a trouvé ses adeptes, qui se pratique en loisir uniquement. Adapté à tous, à Morsbach, il rencontre un franc succès avec un engouement particulier de la part des adultes. Ça intéresse globalement, ça intéresse tout le monde. Les jeunes aiment bien aussi, mais il faut dire les choses comme elles sont. L'engouement est plus du côté des adultes, parce qu'on s'éclate. Le ping réel, la compétition, c'est stressant, c'est des questions de victoire possible. Alors que l'ultimate, c'est la détente. On rigole, on fait des échanges, un truc. C'est beaucoup plus relaxant que la compétition réelle de tennis de table. Pour promouvoir l'Ultimate Ping, le comité départemental 57 organise ce type de tournoi tous les samedis. Si vous êtes tenté, vous pouvez aussi vous rendre aux entraînements fixes du club de Morsbach les lundis soirs et samedis matins. Un château et un poste avancé de la ligne Maginot. La forêt de Hanau cache par endroits des petits trésors de patrimoine. Le Rothenberg est une colline qui forme un cône aux pentes raides, et c'est là-haut que nous attend un château. Le Rothenburg est assez peu connu et pour cause, pour l'atteindre il faut grimper sur un chemin en lacet, mais l'ascension en vaut la peine. De là-haut, on découvre le Waldeck sous un angle différent, on est quasiment à la même hauteur.
Le Rothenburg est un château relativement petit et n'a jamais été occupé par une grande lignée. Du coup, on connaît très peu son histoire. Sa construction daterait du IXe siècle. À ses pieds passe une ancienne route militaire et commerciale qui reliait Bitsch à Wissembourg. Le Rothenburg était donc chargé de surveiller cette voie à la limite du duché de Lorraine. Une route qui dessert également l'abbaye de Sturzelbronn. Au milieu du XIVe siècle, ce sont des chevaliers brigands qui occupent la place. Gérard Arnesch de Weiskirchen y installe son quartier général, base opérationnelle qui lui permet de rançonner les marchands. En 1368, les milices strasbourgeoises attaquent le château et le rasent. Il est même interdit de le reconstruire. Mais la place a intéressé d'autres stratèges, ceux de la ligne Maginot. Dans la vallée, plusieurs casemates ont été construites et le Rothenberg sert alors de nid de mitrailleuses. Un petit détachement y est stationné pendant toute la drôle de guerre. Souvent oublié par les randonneurs qui lui préfèrent ses prestigieux voisins Waldeck et Falkenstein, la ruine du Rothenburg occupe un rocher étroit et l'on ne distingue plus aujourd'hui que quelques bouts de murs et une terrasse naturelle pour y prendre le soleil. On s'intéresse maintenant aux prévisions de Météo France, mais ne quittez pas. En deuxième partie d'émission, on retrouve un nouveau numéro de Rétrovision. On vous en parle juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, malheureusement pas d'amélioration prévue pour ce week-end. Demain on devrait retrouver des nuages et des averses. Les températures iront de 12 à 14 degrés le matin et de 20 à 22 degrés en journée. Demain pensez à souhaiter une bonne fête au Gaëtan et il fera jour de 6h12 à 21h01. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Aujourd'hui, vous empruntez peut-être la voie verte chaque jour pour vous rendre au travail. Trait d'union entre Bitsch et Sarreguemines, cette route a aujourd'hui 20 ans. Ouverte depuis la fin de l'année 2000, Rétrovision revient sur ce chantier pharaonique qui avait pour but de désenclaver le pays de Bitsch. Je vous laisse en images. Très bonne journée à vous et à demain. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitsch, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Mars 1998, des opérations de sondage sont entreprises sur le tracé de la future voie verte. Un chantier d'envergure pour relier Bitsch à Sarreguemines, mais avant, il fallait préparer le terrain et même procéder à des fouilles d'urgence. On trouve de drôles de choses le long du tracé de la future voie verte. Il y a quelques mois, il s'agissait d'un morceau de voie romaine et d'une grange gallo-romaine sur le banc de Rimelin. Maintenant, c'est une nécropole à Épins. Cette nécropole a été découverte suite aux sondages qui ont été effectués sur le tracé de la route entre Sarreguemines et Bitsch, donc la liaison de la future RN62. Donc on a procédé en mai 1998 à des sondages d'évaluation du potentiel archéologique. Sur la commune de Rimelin, nous avons sorti une petite voie gallo-romaine et un petit bâtiment, une petite grange gallo-romaine. Et donc là, sur la commune de Épins, donc sur la route entre Épins et Urbach, nous sommes tombés sur des vestiges, donc des os incinérés, des céramiques. Voilà, donc à partir de là, on a décidé de monter une convention donc avec l'aménageur, c'est-à-dire le Conseil général de la Moselle. Donc une convention qui a été signée entre le service régional de l'archéologie et l'AFAN, l'association pour les fouilles archéologiques nationales. Et donc il a prévu une intervention assez rapide puisque les délais de construction de la route étaient très rapides. Plusieurs personnes de l'association pour les fouilles archéologiques nationales se sont rendues sur place au mois de décembre pour effectuer les fouilles. Nous avons procédé à un décapage extensif de la zone.
Et nous avons découvert un ensemble à peu près de 70 à 80 urnes funéraires réparties en plusieurs noyaux, à peu près 4 noyaux. Donc en surface on voyait qu'une tache noire qui correspond aux cendres et au charbon de bois. Et donc j'ai dégagé d'abord l'incinération en faisant un creusement tout autour. Et je suis tombé sur du matériel en bronze que vous voyez là. Et ce couteau en fer. Le principe des incinérations, c'est pour l'époque gallo-romaine, des gens qui sont incinérés sur un bûcher. Et ensuite, les cendres, donc les os issus de la crémation, sont récupérés et sont mis dans des urnes, dans des céramiques. Un fait intéressant sur Épin, on a quelques blocs des cuves et des couvercles en grès rose, des coffres, au nombre de 5, où étaient disposés aussi ces os incinérés. Le mauvais temps ne permettant pas une fouille complète, les mottes contenant ces restes sont soigneusement emballés, puis plâtrés pour être expédiés à Metz, où ils seront fouillés par des anthropologues. Ceux-ci ne devraient commencer l'étude que vers la fin mars. Une fois le rapport établi, c'est sans doute le musée de Sarreguemines qui accueillera les précieux vestiges. Moment crucial du chantier, le viaduc de la Schwalbe. Nous sommes en avril 2000. La Voie verte proposera d'ici quelques mois une alternative intéressante pour ceux qui font le trajet Sarreguemines Beach. Cette nouvelle route est financée par le Conseil général de la Moselle. Et c'est pourquoi son président, M. Leroy, lors de ses visites dans la région, vient vérifier la bonne marche des travaux et notamment l'ouvrage le plus spectaculaire de cette route, le viaduc d'Ourbach. Mais cette route ne satisfait pas tout le monde, puisque les villages du sud du pays de Bitche ne sont pas desservis. Évidemment, ceux qui sont au sud ont l'impression d'avoir été oubliés. Alors on a fait la route le long de la frontière et puis elle n'est pas dans... Alors, il faut avouer aussi qu'on ne va pas mettre des 2 fois 2 bois dans ce magnifique pays de Meisenthal, etc. Je ne sais pas d'ailleurs où on les ferait passer, c'est plein de montagnes. C'est plein de nature. Mais il faudra faire quelque chose aussi là. Il faudra probablement améliorer un peu le système. L'essentiel, c'est qu'on a commencé. La voie verte, effectivement, a vu le jour. Mais elle ne sera qu'à 2 fois 1 voie, alors qu'on espérait une 2 fois 2 voies. On a déjà fait le plus gros, vous savez. 2 fois 1, c'était ça qui coûtait cher. 2 fois 2, ça finira par venir. Mais c'est déjà formidable d'avoir cette route. Alors évidemment, c'est pas très réjouissant pour ceux de Rohrbach ou de Gros-Rederchin qui se disent « bon alors, et nous ?» Évidemment, il va falloir s'occuper de Rohrbach et de Gros-Rederchin parce qu'eux sont sur la vieille nationale qui est pleine de trous. Donc en fait, moi je vous dis, ce pauvre petit pays de Bitche, au milieu de ces zones en pleine croissance économique, quelle chance il a. C'est ça que je vous dis. Et moi, j'y crois au pays de Bitche. Je parie que j'y crois plus que les Bitcherland eux-mêmes. Et le grand moment est arrivé le 18 décembre 2000. Les premiers véhicules ont circulé sur la voie verte toute neuve. Après 3 ans de travaux, les panneaux d'accès interdits ont définitivement quitté les lieux. Dorénavant, Bitche-Sarreguemines pourra être relié avec un gain de temps de 10 minutes. Alors, les objectifs de cette route entre Sarreguemines et Bitche, qui est dénommée maintenant RD 620, c'est de garantir à tous les habitants de l'Est mosellan un temps de parcours fiable, quelles que soient les conditions de circulation. Entre Bitche et Sarreguemines, on doit atteindre maintenant des temps de parcours de l'ordre de 20 minutes. Un Bitchois qui travaille dans la cité de la faïencerie va gagner 1h40 par semaine, soit près de 90 heures par an. C'est que c'est une route beaucoup plus sûre, qui va permettre de rouler à 90 tout du long. De plus, la sécurité s'y trouve améliorée, moins de virages, plus aucune localité à traverser, même l'enrobé utilisé est novateur. C'est des enrobés provenant des matériaux de la Sarre en CRO8, moins de projection d'eau, plus de macro-texture et moins de bruit. Objectif atteint pour l'équipe de cette route, satisfaction d'un côté et nostalgie de l'autre. C'est notre plus grosse opération qui se termine aujourd'hui et quand on voit la facilité avec laquelle les automobilistes vous piquent votre bébé, c'est quelque part un peu nostalgique et mélancolique. Le tracé de la nouvelle RD 620, long de 16 km, a nécessité la construction de 14 ouvrages d'art, 2 ronds-points à chaque extrémité et 2 échangeurs assurent les accès et les dessertes intermédiaires. Le viaduc de la Schwalbe a incontestablement été l'ouvrage le plus impressionnant. Le viaduc de la Schwalbe aura été un moment très important de ce chantier et a attiré
un public tous les dimanches. Alors qu'on annonce une inauguration officielle différée au printemps prochain, les entreprises ont dû batailler pour tenir le délai prévu. C'était le dernier morceau qui restait à régler avant l'ouverture définitive. Donc ces fameux bourrelets là, c'est des petits bourrelets qui sont sous les bandes d'arrêt d'urgence. Et c'est des choses qui coûtent pas cher, mais c'est des choses qui sur un chantier de 369 millions auraient pu faire qu'on n'ouvre pas aujourd'hui. Du côté des premiers automobilistes, la satisfaction règne. Beaucoup de curieux ont essayé la ligne droite. Et j'ai trouvé que c'était une belle route et un beau parcours et qui fait beaucoup d'avantages pour les chauffeurs pour gagner du temps. J'ai entendu que la voie elle est ouverte, alors par curiosité, je voulais voir combien ça fait de kilomètres. C'est tout. Alors, ça en fait combien Je sais pas, j'ai oublié de mettre le compteur, maintenant je vais faire le retour. Du côté des gendarmes, le langage est clair. Prévention d'abord, puis répression. La vitesse reste bel et bien limitée à 90 km/h et 110 sur les 3 km de la bande de dépassement. Oui, une nouvelle route doit être considérée comme dangereuse. Parce que c'est quelque chose effectivement de neuf qui est attrayant, qui amène donc du monde, de la curiosité. Et puis c'est une route qui a un beau tracé et qui permet de rouler vite. La voie verte devrait laisser transiter en moyenne 5000 véhicules par jour. Le génie civil a été réalisé sur les 16 km de façon à passer facilement à une 2x2 voies. Il semble cependant que les critères d'encombrement ne soient jamais atteints. Visite guidée de la voie verte samedi dernier. 2 bus en partance de Épins sont bondés. Hommes politiques, techniciens de la route, entrepreneurs, tous sont là pour participer à l'inauguration de cette liaison entre le bassin de Sarreguemines et le pays de Bitche. Au fur et à mesure de la progression du bus, le responsable de la maîtrise d'ouvrage a rappelé quelques anecdotes et chiffres clés. Ouverte au trafic en décembre dernier, la voie verte baptisée RD 620 s'étire sur 16 km avec un tronçon à 2x2 voies de 3 km. 2 échangeurs, l'un à Rimelin, l'autre à Urbach, assurent la desserte des villages alentours. Ce chantier a, dans sa globalité, nécessité 1,5 million de mètres cubes de terrassement. 200 000 mètres carrés de chaussée constituent la partie roulante. 2 carrefours giratoires et 14 ouvrages d'art ont été nécessaires. Mais au-delà de l'aspect technique, ce sont des centaines d'hommes qui ont travaillé sur le secteur. Jean-Luc Chute se souvient du déploiement de moyens pour les accueillir. Les ouvriers ont vécu ici dans les localités, ils sont vraiment bien intégrés, ils ont fait marcher les commerces et aussi bien les gîtes qui étaient occupés, les chambres d'hôtes qui étaient occupées ou d'autres qui installaient leurs caravanes à côté, derrière le jardin d'un particulier. On se souvient aussi d'un quartier général installé au café René à Urbach. S'il n'y avait qu'un lieu à retenir, ce serait le café chez René. Ah oui, ça fait combien de litres de bière ça? Donc voilà, nous, sur votre droite, le site stratégique de l'opération. Mais le plus impressionnant a été le viaduc de la Cheval, long de 258 mètres et surplombant la vallée de 30 mètres. Il a été le lieu spectacle où d'impressionnantes machines côtoyaient les hommes sur le regard des nombreux curieux du secteur. La voie verte, c'est aussi des moments forts pour les artisans de l'ouvrage. Le moment le plus fort, c'est le moment où on a ouvert la route à la circulation. Parce que jusqu'à ce moment-là, la route nous appartenait, on circulait un peu à contresens, on ne tenait absolument pas compte du code de la route et c'était notre route. Et puis le jour où la première voiture est passée dessus, c'était fini. C'est une route qui rentre dans le domaine public, qui est régie par le code de la route et qui nous échappe complètement comme un adolescent qui s'en va. Si ce vaste chantier a bouleversé le découpage des terrains agricoles, il a également favorisé des nouveautés, comme ici à Rimelin. Grâce à la construction de la voie verte, le département nous a planté un verger d'une centaine d'arbres fruitiers et nous avons profité de cette occasion pour créer un circuit pédestre et un circuit qui peut être aussi aménagé en circuit cycliste. Ça permet aux personnes de découvrir toute la nature des alentours de Rimelin. C'est au point 19-6 que les passagers des 2 bus ont débarqué. Zone ouverte avec une vue sur Rimelin. C'est là que le traditionnel ruban inaugural est déployé. Philippe Leroy, entouré de tous les conseillers généraux du secteur et d'une grande partie des maires de l'arrondissement, coupe le tissu tricolore. Il symbolise l'action du Conseil général dans le cadre du programme Réseau Vert.
La RD 620 a coûté 369 millions de francs et tout le monde se félicite de cette initiative. C'est un symbole de volonté du département de relier tous les pays de Moselle au grand réseau et de faire en sorte qu'on soit moderne et qu'on ait envie de vivre et investir dans nos régions. Et puis, d'une façon plus locale, c'est ici une fête formidable parce que, je le disais à l'instant, les maires de Sarreguemines et de Bitche maintenant vont pouvoir se rencontrer en 5 minutes. Enfin, peut-être non, 5 minutes non, mais une demi-heure. Du côté allemand, Johannes Meyers se félicite de cette ouverture et de ce rapprochement. Über diese schöne neue Straße kommen auch viele Deutsche und Saarländer in dieses wunderschöne Elsass und in diese herrliche Region, die ja von vielen schon ganz viel besucht wird. Donc ça permet de rapprocher les Alsaciens, les Sarrois et les Lorrains, puisqu'ils vont se rencontrer dans la région en passant par cette route. Und wir hoffen, dass auch viele Franzosen auf diesem Weg zu uns kommen. Et nous espérons que beaucoup de Français viendront nous voir en passant par cette route. Mais la voie verte n'est qu'une première étape dans la structuration du pays de Bitche. Elle appelle forcément des prolongements. Je pense que c'est le début d'une transformation complète de notre pays de Bitche qui attend ceci avec impatience et c'est une chance pour notre avenir. La voie verte est une première étape importante, il est vrai, elle est structurante entre Bitche et Sarreguemines. Il faut prolonger des deux côtés parce qu'à partir du rond-point de Wölflin, il s'agit d'accélérer un peu les choses vers Sarreguemines. Dans le contrat de plan, ça a été envisagé, ce tronçon. Et effectivement, vers Haguenau, c'est la liaison, la grande liaison, mais manque aussi des bretelles d'accès concernant le Pays du Vert et la liaison avec l'Alsace-Bossu. En attendant, elle représente déjà un formidable trait d'union entre le bassin sarregueminois et le pays de Bitche. Les élus sur place n'ont d'ailleurs pas manqué d'exprimer de bonnes résolutions. L'inauguration de cette route est tout un symbole. Effectivement, elle va rapprocher déjà géographiquement les deux villes de Sarreguemines et de Bitche, mais elle les rapprochera au-delà de ce symbole, elle les rapprochera dans le sens d'une coopération demain. Tout ce qui permet une meilleure communication est quelque chose qui ne peut qu'être favorable à Bitche et au pays de Bitche. Il était temps que Sarreguemines et Bitche se rapprochent, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau donc, des moyens de circulation. Dans son discours de clôture, Philippe Leroy a annoncé qu'il fallait engager la réflexion et définir les intentions routières pour le futur. La RD 620 n'est qu'un premier pas, mais déjà fort apprécié vers le désenclavement du pays de Bitche.